L'architecte des bâtiments de France, c'est la raison pour laquelle on n'avait rien pu vous présenter. Mais aujourd'hui, c'est parce que effectivement le projet avait du retard par rapport à nos intentions d'origine. Bonjour. Ouais. Bonsoir. Quel est le planning, enfin, le calendrier des travaux à venir pour le réaménagement du centre-ville? Alors, c'est vrai qu'on a présenté au début les deux étapes. Il y a l'étape de l'étude urbaine et puis il y a l'étape du projet. Donc là, la première étape sur l'année 2024, ça va être de bâtir le cahier des charges. Donc qu'est-ce qu'on souhaite pour ce centre-ville? Une fois qu'on aura bâti ce cahier des charges, on retiendra une équipe de concepteurs, maîtres d'œuvre. Après, ça s'inscrira donc du coup sur un temps long. Ce qu'on dit bien, cette orientation qui figurera dans le PLUI, qui figurait dans votre PLU et qui au final est actualisée demain, elle est pour les 10 à 15 prochaines années. Donc on est sur un projet de centre-ville à 10 ans, avec des projets qui sont déjà en cours et des projets qui ont déjà été actés, qu'il faut accompagner dans leur mise en œuvre. Voilà, donc on est bien sur ce temps-là. Il y a des premières actions qu'on pourrait engager assez rapidement. Si on parle par exemple du Square Manin qui a été évoqué, c'est un aménagement qui peut être fait assez rapidement. Mais il faut aussi étudier ces questions de stationnement, vu qu'aujourd'hui il y a du stationnement. Il y a peut-être le pavillon Beauvieux, voilà, ça aussi, aujourd'hui il accueille du matériel pour le marché, mais on peut peut-être trouver une autre solution et activer ce pavillon pour venir animer cette place Charles de Gaulle. Donc on a des petites actions ponctuelles qui peuvent arriver assez rapidement, l'année prochaine, 2025, voilà. Et puis il y a d'autres actions, si on parle d'un réaménagement par exemple de la place Charles de Gaulle, on est sur un investissement qui est plutôt lourd, hein, on estime au global, aujourd'hui il n'y a pas de projet, on estime avec des grands ratios, on va dire, d'aménagement, on est sur un projet qui est entre 7 à 10 millions d'euros. Donc ça se finance sur le temps long. Mais tout dépendra en fait aussi de l'ambition qu'on se donne, de ce que vous souhaitez sur cette place Charles de Gaulle, sur l'ensemble des espaces. Voilà. Monsieur, moi je me mets au centre de la place et je constate que la circulation est ouverte vers Saint-Cloud, vers Marne-la-Coquette, vers Versailles. Et en ce qui concerne la direction de Sèvres, je constate qu'il y a un obstacle après l'église. C'est cet immeuble que vous appelez, je ne sais pas comment vous l'appelez, Manage ou je ne sais pas quoi, non c'est pas ça. Il y a un immeuble qui est un obstacle à la circulation, à l'arrêt d'autobus, juste après l'arrêt d'autobus, derrière l'église. Et je suis aussi choqué par le fait que sur le côté du Super U, après le petit restaurant thaïlandais, il y a des fenêtres d'habitation qui sont au niveau du sol. Et je ne vois pas comment les gens qui vont habiter là vont pouvoir ouvrir leurs fenêtres ou regarder les voitures circuler. Voilà, ce sont mes deux suggestions, excusez-moi. Merci pour ces suggestions. Je pense que c'est important effectivement d'intégrer aussi sur comment habiter ce centre-ville par rapport à tous les enjeux en matière de circulation, des questions d'espace vert aussi à intégrer. En tout cas. On va prendre une autre question. Oui, Madame. Quelle est l'évolution du stationnement vous imaginez pour le futur sur la place Charles de Gaulle? Le stationnement, je pense, c'est en tout cas une inquiétude effectivement importante. Il y a un besoin de stationnement, c'est essentiel à la vitalité aussi des commerçants pour venir utiliser les équipements sportifs, les équipements culturels du centre-ville, voilà, dans son ensemble. Donc c'est pour ça que, comme ça avait été indiqué, on va avoir une étude plus précise du stationnement. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur la question de la voiture. Hein. On a une diminution de la motorisation pour l'instant, mais on n'est pas non plus dans le zéro voiture. Voilà. Donc il faut trouver vraiment cet équilibre. Et donc ça, on peut ne le faire que sur la base d'études très précises, d'analyser le taux de stationnement, comment le stationnement se fait en termes de rotation, c'est-à-dire combien de temps reste une véhicule sur place,
et là où il y a du stationnement peut-être disponible, moins utilisé, en lien aussi avec le parking de la Fontaine-au-Roi, qui lui, en termes d'occupation, n'est pas utilisé en pleine capacité. Donc il y a aussi une question de jalonnement. Comment j'arrive à plus facilement, quand je veux aller à un commerce, me rendre dans ce parking-là, et comment je peux, en tant que piéton, sortir plus facilement du parking. Voilà, là, on sait que l'entrée de ce parking est aussi un sujet. Voilà, il y a tous ces sujets-là à traiter de manière très fine, mais ça sera sur la base d'études appuyées. Et dans les ateliers, je pense notamment à l'atelier thématique sur la question des espaces publics, mais aussi sur la question du parcours piéton, on abordera la question du stationnement. Parce que l'occupation de l'espace public par du stationnement, c'est autant d'espaces qu'on ne peut pas dédier aux piétons, qu'on ne peut pas dédier aux vélos, qu'on ne peut pas dédier aussi aux espaces verts. Voilà. Justement, ma question portait un peu sur cet aspect stationnement. Il me paraît un peu surprenant que dans votre OAP, que je partage sur beaucoup de sujets, l'aménagement du square Maninge, le réaménagement de la place de l'église, me paraissent notamment deux éléments qui ont une incidence directe sur le stationnement. Donc je suis un peu surpris que dans l'OAP, il n'y ait pas un point concernant l'évolution et le traitement du stationnement. Vouloir l'évacuer en dehors de l'OAP ne me paraît pas une bonne solution. Alors, juste, elle n'est pas évacuée, elle est comprise dans l'OAP. Ce qui est important de dire aussi, c'est que l'OAP, elle est réglementaire, comme ça a été précisé dans le PLUI. Le PLUI ne traite pas dans les grandes lignes de l'espace public, mais les OAP permettent de nous donner des grandes orientations sur l'espace public. En tout cas, la place de la voiture, elle fait partie de l'orientation de l'OAP, que ce soit la circulation véhicule ou la question du stationnement. Alors peut-être que c'est pas assez visible dans ce qu'on a présenté ce soir, mais en tout cas, on retient ce point d'attention pour que ça soit bien d'accord, que ça figure bien. Merci pour cette question. Oui, bonsoir. Marie-Josée Servoin, présidente de l'association Adiva, association qui a été créée fin 2020, quand on a commencé à s'émouvoir du projet Cœur de Ville. D'abord, je suis ravie de voir que le Square Maninge commence à susciter un intérêt, car nous vous avions fait en effet plusieurs fois des propositions, et de voir qu'elles sont reprises maintenant, nous en sommes ravis. Il y a une chose qui est évidemment dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'argent, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre, et que j'avoue que nous sommes un petit peu inquiets sur le nouveau projet de la crèche et de son impact financier. Puisque si nous avons bien compris, donc vous anticipez d'abord la vente des terrains site Pradier-Chantecler et site de la Poste pour équilibrer votre budget. Notre première question, c'est un budget, je crois, de 4 130 000 €. Les promoteurs vont-ils tout de suite vous verser ces 4 130 000 € alors que les permis de construire ne sont pas encore déposés et qu'ensuite il faudra les purger? Et en général, les promoteurs n'achètent les terrains qu'une fois les permis purgés de tout recours. Et notre deuxième question, que se passera-t-il si le recours, et nous doutons fort qu'il n'y en ait pas, traîne plusieurs années? Les promoteurs qui ont leurs propres impératifs économiques seront dans ce cas obligés de revoir leur copie. Ils peuvent soit vous demander de réduire le prix de vente des terrains, soit carrément abandonner le projet. Quid des finances de la commune avec un emprunt fort coûteux et peut-être même avec 2 crèches sur les bras? Alors, je vais répondre à cette question. La crèche va être aujourd'hui intégralement financée par la ville. C'est vrai que pour que je puisse vous parler de neutralité financière, il faudrait que dans le même temps, les terrains soient vendus et les recours purgés, ce qui évidemment ne sera pas le cas, compte tenu des délais de recours et de la possibilité, évidemment, des recours. Donc la crèche, elle est financée sur le budget communal à partir d'une part d'investissements qui avaient été budgétés et qui de toute façon seront différés, et d'autre part à partir d'une ligne de trésorerie qu'il est facile de mobiliser. De toute façon, ce sera sur un temps assez court, puisque cet investissement pourra être absorbé
y compris l'année suivante, sans qu'on ait besoin d'avoir vendu les terrains. Maintenant, ça sera évidemment au détriment, le cas échéant, d'autres investissements si les terrains n'étaient pas vendus. Dans l'hypothèse où effectivement les promoteurs se retireraient du projet ou finalement pour une raison ou pour une autre, les choses étaient amenées à durer très longtemps, eh bien écoutez, là j'en appelle à la responsabilité de tous, effectivement. On se retrouverait avec des bâtiments très peu utilisés, une crèche vide, absolument pas utilisable à d'autres fonctions sans d'importants investissements de rénovation, des besoins de logement dans la ville qui ne seront pas couverts. Et donc, ce serait, j'ai envie de dire, la responsabilité aussi des opposants au projet d'assumer le fait que ces services-là ne seraient pas rendus dans la ville. Absolument, absolument, ça c'est sûr. Une autre Et question. l'autre chose, et ce que je précise enfin, c'est que j'ai pas fini avec le sujet. Si effectivement les promoteurs se retiraient, on est sur une parcelle qui est sous surveillance foncière de l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France. Il est tout à fait possible que l'EPFIF achète le terrain, le confie intégralement à un bailleur social. Et à ce moment-là, eh bien, vous savez que les bailleurs sociaux n'ont pas besoin d'attendre la purge des recours pour construire. Donc, voilà, c'est aussi une réalité, c'est aussi une éventualité si effectivement les choses étaient amenées à durer, c'est que sur cette parcelle-là, il pourrait y avoir intégralement du logement social. Bonjour. Je souhaiterais évoquer un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé lors de cette réunion. Alors déjà, je suis contente de voir quand même qu'on est sur un projet global pour le centre-ville. Ça fait 35 ans que j'habite dans cette ville et je me suis beaucoup occupée du commerce dans une ville voisine. Et donc c'est un sujet qui m'intéresse au premier degré. Et je suis inquiète aujourd'hui de la paupérisation en termes de commerce de la ville. Bon, j'ai un ratio en tête qui est un ratio dans nos communes des Hauts-de-Seine qui est, donc on a à peu près 11 000 habitants, donc on devrait être à peu près à 110 commerces pour 11 000 habitants. C'est le ratio qu'on avait dans une ville voisine, 300 commerces pour 30 000 habitants. Et même si on devait rester à ce que nous avions il y a une dizaine d'années, ce qui me semblait être 75 à 80 commerces, aujourd'hui on voit plutôt des fermetures de commerces. Alors un point en effet, c'est qu'à la Ronce on voit de nouveaux commerces suite donc en effet aux nouveaux habitants qui vont arriver, et c'est bien pour le secteur de la Ronce. Par contre, sur tout le secteur du centre-ville, je m'inquiète de la fermeture des commerces et je voudrais savoir si, dans ce cadre global de projet, il y a des opérations de préemption qui pourraient éventuellement être menées par la ville sur la base de projets, de porteurs de projets qui ensuite s'engageraient à prendre les locaux. Qu'est-ce que vous comptez faire en fait? Je ne parle pas des brasseries ou des projets, des gros nouveaux projets qui s'intègrent là, mais déjà pour dire que dans les 2 ans à venir, et pas dans les 10 ans, parce que ça c'est un projet de long terme, mais sur le court terme, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Hein. On veut attirer par de l'aménagement, par une ville plus attractive, mais en même temps, plus on attend, plus les porteurs de projets vont se retirer en disant on ne va pas attendre 10 ans que cette ville soit attractive pour venir s'y installer. Et on sent que moins il y a de commerce, moins il y a de nouveaux porteurs de projets qui vont vouloir s'intéresser à la ville. Donc qu'est-ce qui est prévu sur ce volet commerce en fait? Et là je parle plus du centre, justement du centre-ville de Ville-d'Avray qui est quand même votre sujet du jour. Et merci pour cette question. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Françoise Breu.
Je suis donc conseiller municipal délégué au commerce et aux associations. Je suis d'accord sur le constat, ça fait un an et demi que je suis à cette responsabilité, et effectivement c'est super important de redynamiser le commerce à Ville-d'Avray, à notre ville. Et je m'y emploie avec les commerçants pour essayer de réanimer tout ça. Plusieurs points. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cellules commerciales, on appelle ça comme ça, qui étaient vides. Je pense que d'ici le mois de mars, beaucoup de projets que vous ne voyez pas arriver sont en cours. Des signatures, je peux quand même dire qu'il y a un marchand de vélo qui va arriver, le bar notre nouveau bar à vin qui vient de s'ouvrir. Il y a d'autres projets derrière. Je pense qu'on peut penser, on peut espérer que dans le centre-ville, c'est-à-dire rue Saint-Cloud, il y aura pratiquement toutes les cellules qui seront remplies le plus possible. Ensuite, donc, on a toutes les villes ont besoin de faire des efforts pour aider les commerçants à fonctionner. C'est chez nous et c'est ailleurs. J'en ai rencontré plusieurs autour et on a prévu d'investir. On est allé voir la métropole du Grand Paris qui font des concours pour nous aider à soutenir le commerce. Et donc on a réussi à obtenir une subvention sur 3 ans de, je ne me rappelle plus, pas loin de 500 000 euros. Ils contribuent 40% d'investissement, puis 60% de la ville. On a mis dans notre projet, dans notre budget 2024, des investissements pour les commerçants. On va les aider à refaire leurs vitrines. On va faire de l'animation pour que les gens viennent se faire la fête, je dirais, et rencontrer les commerçants. On va faire ce qu'il faut s'il y a besoin. S'il reste encore des cellules vides, on pourra aussi les récupérer pour faire éventuellement des projets éphémères. Donc on est en cours, c'est très important. Je crois que l'ensemble de l'équipe municipale a bien compris, comme vous l'avez soulevé, que le commerce est principal dans notre ville. J'espère y arriver. Je fais de mon mieux et venez, donnez-moi vos idées, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, sur le projet, il y a 2 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que le Super U, ça amène beaucoup de trafic. Et en fait, le passage piéton qui est devant me paraît très dangereux depuis longtemps. Et donc je pense que c'est à prendre en compte dans l'évolution du centre-ville. Et l'autre chose qui me surprend, c'est qu'on voit peu la connexion piétonne avec la gare de Ville-d'Avray. Alors que ça me paraît être un des endroits où malheureusement aujourd'hui elle est très mauvaise, malgré beaucoup de projets qui ont été mis en place et qui devraient être améliorés de façon importante prochainement. Oui, effectivement, ça fait partie des boucles piétonnes, des cheminements piétons dont je parlais tout à l'heure dans une vision un peu dézoomée, en tout cas sur des éléments de diagnostic. Et donc du coup, sur les pistes de travail, ces rues, parce qu'il n'y en a pas qu'une pour aller à la gare, pourraient tout à fait faire partie du coup des pistes de travail, notamment sur les niveaux des trottoirs, la matérialité, etc. Enfin, il y a plein de travail. Mais effectivement, ça avait été relevé déjà lors de notre temps d'échange. Oui. Bonsoir, je voudrais évoquer le sujet de la maison médicale. C'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup d'entre nous. On en parle déjà depuis un certain nombre d'années, 4-5 ans au moins, et ça n'a rien passé. Alors là, si j'ai bien compris votre projet, ça va être attaché à une nouvelle construction. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, ça risque de prendre du temps. Est-ce que le train ne risque pas de passer sans que nous n'ayons rien? Et je crois que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'attirer des médecins. Florence Boutet. Bonsoir, je suis Florence Boutet, première adjointe en charge notamment des questions de santé. Alors je ne sais pas qui a posé la question parce que j'étais assise là, j'ai pas vu. Ah voilà, monsieur. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il ne s'est rien passé pendant 5 ans parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et notamment un groupe de concertation avec tous les professionnels de santé de la ville. Ah bah, je crois qu'un groupe de travail avec les professionnels de santé de la ville qui sont les mieux à même
de définir le projet, c'est relativement concret, en fait. Alors effectivement, ce n'est pas des murs, ce n'est pas encore un cabinet médical, mais c'est déjà très important, puisque qui mieux que des professionnels de santé peuvent nous aider à définir le bon projet pour la ville et ce dont nous avons besoin. Je crois que nous avons besoin de leur expertise pour ça. Cette maison médicale, elle est effectivement en projet dans le cadre de Cœur de Ville, mais ça ne veut pas dire que ce cabinet médical prendra 10 ans à s'installer. Ça ne veut pas dire non plus qu'il sera installé forcément dès le départ sur la parcelle de la Poste. En tout cas, nous y travaillons avec les professionnels de santé, et j'insiste là-dessus parce que sans eux, nous ne ferons rien, et ils sont parfaitement associés au projet et ravis de nous accompagner dans cette démarche. Je vais un petit peu compléter ce que vient de dire Florence, que je remercie tout à fait. C'est vrai qu'on a tout à fait la conscience du tic-tac et du fait que c'est un des projets les plus attendus et qu'effectivement, les délais étant ceux qui sont dans la réalisation de l'aménagement de la Poste, pour les raisons que je vous ai notamment évoquées tout à l'heure, pour être concret, on étudie une solution intermédiaire, provisoire ou pas, mais en tout cas une autre solution, de façon à ce qu'ils sortent plus vite, dans l'hypothèse où les délais de construction à la Poste seraient plus longs, parce qu'on a bien en tête que c'est un des projets les plus attendus et que la désertification médicale est un des plus... Voilà, est une vraie faiblesse de nos villes, avec en plus la contrainte qu'on ne rentre dans aucun dispositif de demande d'aide. C'est-à-dire que Ville d'Avray n'est pas éligible, par exemple, aux aides dont certains territoires bénéficient, ou certaines petites villes de grande couronne qui sont caractérisées comme des aires médicaux. Nous, on n'est pas éligible, donc on n'a pas, par exemple, les aides de la région, etc., ce qui rend le montage un peu plus compliqué. Mais pourtant, voilà, la demande, elle est bien identifiée, et le manque de médecins, et en tout cas les perspectives d'évolution de la présence de médecins généralistes à Ville d'Avray nous impose de trouver rapidement une solution. Bonsoir, Michel Delille, groupe Ville d'Avray naturellement. Alors en premier lieu, on peut regretter que pour la partie Pradier, la partie Chanteclair, il n'y ait pas eu vraiment de concertation, et qu'entre le moment où s'est déroulée une commission urbanisme et le vote en conseil municipal, il s'est écoulé 5 jours. Et que maintenant, une concertation de plus long cours, elle est bienvenue, s'installe pour l'habillage, pour la modification des circulations, et on peut le comprendre. Donc, je commencerai par ce regret, et voici ma question. Vous avez évoqué l'hypothèse que le projet éventuellement ne se fasse pas, et ce n'est pas votre hypothèse la plus souhaitée à vos yeux. Est-ce que vous avez un plan B? Ou est-ce que, selon, comme le dirait Margaret Thatcher, there is no alternative? Juste peut-être en préambule, sans répondre directement à la question, ce centre-ville, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Comme pour tout centre-ville, ce qui est important, c'est le dynamisme et qui continue de vivre. Donc on a parlé de commerce tout à l'heure, on a parlé la question des usages, des piétons, du stationnement, de la végétalisation, de le rendre agréable à vivre, mais il faut aussi des habitants. Et les données démographiques quand même qu'on a aujourd'hui, qu'on vient d'avoir là avec les données de l'INSEE en fin d'année 2023, sont quand même plutôt inquiétantes sur le déclin et la perte de population. C'est le cas à Ville d'Avray, il y a moins d'habitants. Il y a une baisse de natalité, ça c'est à l'échelle nationale, mais il y a une question d'accueil des familles. Et la trajectoire qu'on a souhaité donner, que l'ensemble des 8 maires de Grand Paris Seine-Ouest ont souhaité donner
notamment pour le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est d'avoir un territoire toujours plus agréable à vivre pour l'épanouissement des familles. C'est-à-dire que les familles puissent rester vivre sur le territoire, parce qu'on a des constats que les familles quittent de plus en plus le territoire dès qu'elles ont notamment un deuxième enfant. Donc on a surtout des personnes qui viennent sur le territoire soit célibataires, soit des ménages sans enfants. Et par ailleurs, il faut pouvoir en accueillir de nouvelles. Tout ça, si on n'a pas les familles, en tout cas si on n'a pas les enfants, si on n'a pas de nouvelles familles, de nouveaux habitants, c'est le déclin qui attend derrière sur les dynamismes, notamment de ces centres-villes. Donc il faut se saisir cette question-là, et forcément ça passe par le logement. Et le logement, il ne faut pas voir ça comme non plus quelque chose où on peut très bien intégrer un projet de logement de manière très qualitative. Le PLUI indiquera notamment, on en a parlé l'autre fois, pour celles et ceux qui étaient là le 16 novembre, sur le fait de faire des grands logements pour accueillir justement ces familles, de travailler sur comment on intègre d'un point de vue aussi, sur le plan environnemental, sur la question de la pleine terre, sur la question des espaces verts, ces logements pour accueillir le cadre de vie. Mais on est bien là sur un point d'équilibre. Si on veut des commerces, si on veut des services, il faut aussi du logement pour accueillir les populations. Si on veut les médecins et qu'ils puissent s'installer, il faut aussi que ces médecins ils puissent exercer dans ces villes-là. Donc on est vraiment sur cette notion de point d'équilibre. Et peut-être inciter aussi les gens à faire des enfants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour autant, les objectifs que assigne l'État ne sont pas atteints, en fait. Ni en logements sociaux, ni en logements non sociaux. Ces objectifs, ils ne sont pas atteints. Alors, Ville d'Avray n'est pas la seule à l'échelle du territoire à atteindre ces objectifs. Attention à ce qu'on veut dire. Mais il y a un sujet, en tout cas. Il y a la question des objectifs qui ne sont pas atteints, mais derrière, vous avez aussi la topographie de la ville, qui fait qu'il y a un moment, si vous voulez, on ne peut pas non plus... c'est pas le territoire, il y a un point d'équilibre à trouver. Il n'est pas extensible. Et là, les logements, il y en a beaucoup qui se construisent. On est d'accord. Et beaucoup qui ne sont pas habités. Alors, effectivement, on ne peut pas construire n'importe comment, et ça, il y a des règles qui l'encadrent, et il faut prendre en compte les spécificités des villes. Et ça a été dit au travers de ce diagnostic sur qu'est-ce qui fait l'identité de la ville, et notamment la question du patrimoine. Donc le patrimoine notamment paysager, les questions des coins de vue, donc on ne peut pas construire n'importe comment, il y a des limites, mais il faut trouver un point d'équilibre. Certes, et on l'a dit, les objectifs qui nous sont assignés sont certainement trop prélevés en termes de production de logement. Pour autant, il ne faut pas rien faire. Voilà. Et je pense que c'est pas rien. Voilà, en tout cas, un centre-ville qui vit, c'est aussi un centre-ville qui a des habitants, et notamment des habitants de proximité pour faire vivre du commerce de proximité. Je pense qu'il faut aussi peut-être réinciter les gens à faire des enfants. Je pense que ce serait peut-être la première, ce serait peut-être la première étape pour redynamiser le centre-ville de Ville d'Avray. Alors, c'est une très bonne proposition, mais vous savez, on ne rentre pas dans la vie intime des gens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Ville d'Avray est vraiment un paradis pour les familles, tous ceux qui ont eu des enfants, qui ont des enfants et qui en ont eu à Ville d'Avray le savent et ont envie que ça perdure. Donc nous, on a vraiment envie que ce message porte, c'est-à-dire que les familles qui se demandent où venir élever des enfants fassent le choix de venir à Ville d'Avray, parce que c'est vraiment une ville formidable pour élever des enfants. La deuxième chose, c'est que si je rentre dans l'intimité des gens, je vais aller plus loin et je vais vous dire qu'il faut qu'ils fassent des enfants, mais il faudrait aussi, et ça c'est évidemment, je ne vais évidemment pas aller sur ce terrain-là, mais il faut rappeler qu'une des raisons pour lesquelles il faut plus de logements pour un même nombre d'habitants, c'est que les couples se séparent. Voilà. Donc je ne vais évidemment pas rentrer sur ce terrain-là, mais c'est une réalité avérée qui fait que qu'aujourd'hui, le taux d'occupation des logements n'est pas celui qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Avec en plus le vieillissement de la population. Donc pour maintenir la population, il faut construire une trentaine de logements par an, ne serait-ce que pour la maintenir. Et je ne parle même pas d'assurer le renouvellement démographique. Ensuite,
sur le fait que des logements seraient inoccupés. En fait, le nombre de logements inoccupés à Ville-d'Avray est très faible. Il y a eu des chantiers qui ont mis du temps à être terminés. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu être livrés, notamment celui du 17 rue de Sèvres. Il y a des problèmes techniques chez le bailleur social avec des entreprises qui ont fait faillite. C'est désastreux puisque pendant 9 mois, il y a des personnes qui étaient en attente d'un logement social qui leur avait été formellement attribué et qui n'ont pas pu emménager. C'est ça qui est absolument scandaleux, c'est vrai. Mais bon, maintenant c'est réparé et les personnes ont pu emménager dans ces logements. Et enfin, sur le fait qu'il y a des nouveaux logements partout à Ville-d'Avray, en fait, il y a effectivement des projets, mais à l'échelle de la ville, c'est très peu. Il y a moins de 1% du parc de la ville qui est renouvelé chaque année. Et on est très en dessous des objectifs. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus envie qu'il y en ait beaucoup plus. Parce que, comme vous le dites, la ville est déjà construite, elle est déjà... Et ben, les intérêts de la commune, est-ce que c'est de ne pas du tout faire de logements supplémentaires ? Alors, c'est exactement l'esprit de ce qui est... Donc, je vous entends, je pense que vous voulez dire qu'il y a... Vous vous inquiétez du fait qu'il y a trop de projets immobiliers. C'est ça ? Voilà. À la Poste, on a prévu d'en faire 12. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans une ville si elle perd des habitants et s'il n'y a plus de familles qui arrivent avec des enfants ? Est-ce que c'est dans cette ville-là que vous avez envie d'habiter ? C'est une vraie question politique. Hein ? Voilà. Donc, nous, on essaie de trouver le meilleur équilibre en responsabilité. Un équilibre pour que la ville, dans 30 ans, eh ben, elle est encore du dynamisme, du PEPS. Tous les équipements qu'on fait, quand on rénove le gymnase, quand on rénove les écoles, est-ce que c'est pour qu'il n'y ait pas d'usagers ? Si on a le projet de rénover la piscine, si on n'a pas d'habitants pour aller à la piscine, est-ce qu'on va rénover la piscine ? On a un cinéma qui fonctionne bien, mais que notre adjointe à la culture promeut avec beaucoup de dynamisme, n'est-ce pas Denise, avec son voisin aussi, que je salue leur dynamisme pour arriver à faire vivre le cinéma. S'il n'y a pas d'habitants à Ville-d'Avray, il va devenir quoi notre cinéma ? Alors, ok, on pourrait dire, ok, on replie les Gaules, on replie les Gaules, on referme la ville, il n'y aura pas une seule construction neuve, la ville va décliner, on ne modernisera pas les équipements. Et donc, on cherche le meilleur équilibre. Bien sûr que la ville ne va pas être... globalement, là, les marges de manœuvre, et on le voit très bien dans le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en cours d'élaboration, les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Donc, on se bat vis-à-vis de l'État, et on le fait avec GPSO, parce qu'avec GPSO, on est plus fort, pour dire non, les objectifs que vous nous assignez ne sont pas tenables. On ne peut pas faire le nombre de logements que vous nous demandez de faire. Donc on va trouver toutes sortes de raisons, on va expliquer que le foncier est déjà occupé, on va expliquer qu'on a des zones pavillonnaires qui font vraiment le caractère patrimonial de la ville. On va expliquer qu'on a des ensembles paysagers avec des hauteurs limites et qu'il ne faut pas dépasser ces hauteurs. Et puis on va raconter un peu qu'il y a des endroits où on peut construire alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Par exemple, on va expliquer qu'on peut surélever des immeubles, ce qu'on ne peut pas faire techniquement parce que ces immeubles ne sont pas surélevables. Mais pour faire comme si on répondait aux injonctions de l'État, on dit, si, regardez, dans telle résidence, on peut aller jusqu'à rajouter 2 étages ou 1 étage et comme ça, on va produire on va être en mesure de créer des logements. Donc, voilà, c'est pas très bien de faire ça, mais c'est des petites ruses pour arriver à répondre à ces injonctions. Et ces injonctions, elles ne sont pas neutres. Hein, ces injonctions, en fait, elles portent sur les constructions ou la production, enfin les constructions de logements neufs, social ou non. Et pour nous, elles portent aussi, j'en dis 2 mots, sur les obligations de logement social. Est-ce que vous savez que la ville de Saint-Cloud n'a plus l'instruction des permis de construire ? Voilà. Qu'est-ce qu'on serait
nous, si on n'avait plus l'instruction des permis de construire, on a récupéré les droits d'attribution dans les logements sociaux, on les avait perdus. On a une pénalité par logement social manquant qu'on paye à l'État, ce qui lui permet aussi de financer les obligations qu'il a d'offrir du logement dans le cadre de la loi Dallot. Eh bien, cette pénalité pour les villes carencées comme Ville-d'Avray, qui est carencée, puisque l'objectif est, la loi nous impose 25% de logements sociaux, on est à 12,86, on espère être passé légèrement au-dessus de 13 au début de 2024. Il y a une pénalité, et comme on est carencé, cette pénalité, elle est majorée. Eh bien, les propositions qu'on fait à l'État, par exemple la résidence intergénérationnelle à côté de logements libres qu'il y aurait sur la parcelle de Versailles, par exemple le fait de faire à tel endroit une pension de famille, d'essayer de conventionner tel et tel logement, etc., eh bien, ça nous permet d'atténuer le poids de la majoration de la pénalité imposée par l'État. Donc, on navigue entre des contraintes très fortes. Donc ma responsabilité, oui, absolument, notre responsabilité, c'est de protéger les habitants. Protéger les habitants, ce n'est pas faire mourir la ville. Protéger les habitants, c'est essayer de trouver des solutions équilibrées pour avoir un équilibre démographique suffisant, ce qui fera qu'on sera dans une ville dans laquelle tous les âges se côtoieront, qu'il y aura un équilibre social suffisant, ce qui fait qu'on pourra trouver des enseignants dans les écoles, des auxiliaires de puériculture dans les crèches et des salariés chez vos commerçants. C'est aussi que nos aînés pourront continuer à être logés en centre-ville dans des logements qui seront peut-être plus petits mais plus près du centre, et ainsi libérer peut-être les grands logements dans lesquels ils sont et qui sont à la périphérie. C'est tout ça qu'on essaye de faire. Et donc ça passe parfois par construire ce que certains pensent être trop et que ce que ceux qui sont heureux d'emménager trouvent très bien. Voilà. Je crois qu'on va conclure. On pourra avoir des petits échanges en aparté, mais il est très tard. D'abord, vous pourrez déposer vos noms dans le registre qui est à l'entrée. Je vous remercie d'abord d'être venus si nombreux. Je vous remercie aussi pour vos questions et vos contributions. Je vous remercie aussi pour vos alertes. Je compte sur vous pour que vous puissiez continuer à apporter vos idées de manière constructive, et notamment dans les registres, à travers de la concertation qui va très bientôt démarrer. Je remercie très chaleureusement les équipes de GPSO et de Ville Ouverte pour la présentation de ce soir, et puis également Fares Corby, responsable du service urbanisme de la ville, qui a fait un travail absolument incroyable, aux côtés, bien sûr, d'Elisabeth Franck de Préaumont, de Luc de Noirmont, de Julie de Magresse, et de tous ceux qui ont préparé cette réunion. Merci beaucoup d'être là. C'est important pour nous d'avoir aussi du retour et des échanges sur le travail qu'on fait. Je ne vais pas être plus longue, mais en tout cas, à très bientôt pour d'autres échanges. Donc, ça vient